Une trentaine de soldats turcs stationnés dans la ville syrienne d'Idlib ont été éliminés par l'armée syrienne. La Russie, qui aurait appuyé cette offensive, explique que les troupes d'Ankara se trouvaient avec des terroristes. À 2 semaines du premier tour des élections municipales, le vote s'annonce pour le moins incertain. Aucun parti n'arrive réellement à s'imposer dans les sondages pour ce qui s'avère être un scrutin charnière. Alors que de fortes rafales de vent ont soufflé sur le nord de la France jeudi, certains ont encore en mémoire la tempête Xynthia. Presque 10 ans jour pour jour après son passage, certains villages gardent encore des stigmates. Madame, monsieur, bonsoir. Regain de tension à Idlib. Les forces d'invasion turques en Syrie ont essuyé de lourdes pertes à Idlib face à l'armée syrienne et probablement ses alliés. Force de soutien aux terroristes, Ankara apparaît aujourd'hui bien mal embarquée. La machine de propagande occidentale anti-Assad devrait, elle, reprendre de plus belle. Face aux troupes d'invasion turques, Damas tient bon. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée syrienne a frappé les troupes turques situées sur son territoire dans la région d'Idlib. Parmi les cibles, un convoi militaire turc venant appuyer les forces djihadistes en lutte contre le gouvernement légal de Damas. Bilan pour Ankara, 33 morts et 32 blessés. Une lourde addition pour les troupes d'Erdogan, d'autant que le gouvernement turc est réputé pour sous-estimer ces bilans. Ainsi, des spécialistes du secteur miseraient plus sur une centaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Une frappe qui intervient dans un contexte particulier, celui des accords de Sotchi, qui prévoit une zone dite de désescalade à Idlib. Ankara s'était engagé à dissocier les rebelles dits modérés des organisations terroristes comme Al-Qaïda et Daesh, ainsi que de retirer les armes lourdes de la zone pour rouvrir les voies de circulation. Les frappes contre les troupes turques n'ont donc rien d'anodine et vont relancer la machine médiatique anti-Bachar al-Assad de bon teint en Occident européen. Les engagements turcs n'ayant pas été tenus et après un an d'agressions terroristes récurrentes de la part de groupes islamistes, les autorités russes et syriennes ont entamé des opérations militaires pour remplir les engagements non tenus par Erdogan. Face à l'avancée syrienne, des troupes turques sont venues à la rescousse, finissant même par envahir la zone au mépris des accords de Sotchi. Une rupture dont ont pris acte Moscou et Damas, qui ont donc fait usage de frappes en légitime défense. La Syrie n'est donc pas légalement exposée vis-à-vis de potentielles sanctions de l'ONU et l'OTAN ne devrait pas apporter de soutien de terrain, d'autant que le ciel syrien est sous contrôle russe. L'organisation atlantiste s'est pour l'instant cantonnée à une condamnation des frappes dites du régime syrien. La frappe qui s'est abattue sur les soldats turcs, officiellement une frappe syrienne, mais peut-être de concert avec la Russie, résonne comme un avertissement au chef d'État turc dont la proximité opportuniste avec des acteurs islamistes pousse Moscou à réagir. Également embarqué dans le sinueux conflit libyen, Erdogan paraît à présent isolé. Et si les forces turques ont riposté, cette riposte apparaît surtout comme une manière de ne pas perdre la face. Ces ripostes sont par ailleurs largement relayées par les médias occidentaux qui se gardent bien de préciser si ces attaques ont, ne serait-ce qu'atteint leur cible. En poursuivant sa stratégie mortifère, Erdogan s'expose, lui, à une opposition syrienne et russe, mais aussi iranienne et irakienne, un conflit multiple qu'Ankara peinera à gérer, ayant déjà fort à faire sur son propre territoire. Et ce conflit d'apparence levantin pourrait par ailleurs avoir de fortes résonances en Europe, la Turquie ayant décidé d'ouvrir les vannes migratoires, notamment à destination de la Grèce, une manière de faire pression sur les États européens diplomatiquement faibles et alignés sur les positions anti-syriennes de Washington. Retournons en France à présent, 17 jours nous séparent du premier tour des élections municipales alors que la campagne est entrée dans sa dernière ligne droite. Difficile de dire qui sortira vainqueur de cette bataille locale alors que les enjeux sont très différents selon les formations politiques. Thibaut Bastide. Faites vos jeux pour les élections municipales. À 15 jours du premier tour des échéances locales, la campagne s'avère être un véritable casse-tête pour les différentes formations en course. Si les sondages, scrutés de très près, sont censés révéler les tendances, difficile d'y voir clair tant le scrutin est indécis. En effet, aucun parti politique n'arrive réellement à tirer son épingle du jeu, alors que ces élections municipales demeurent cruciales à 12 mois des élections régionales et à 2 ans de la présidentielle de 2022. D'autant que les enjeux sont très différents selon les formations qui n'ont pas toutes le même poids à l'échelle locale. En effet, pour les Républicains, victorieux en 2014, la vague bleue d'il y a 6 ans semble bien loin. Depuis, LR a connu 3 défaites successives aux élections présidentielles, législatives et européennes. Cependant, ces élections pourraient être une chance de rebondir, voire réaliser un gros coup dans la capitale. À Paris, la candidature de l'ancien garde des Sceaux, Rachida Dati, est donnée au coude à coude avec Agnès
Anne Hidalgo dans les sondages. Une opportunité en or pour les Républicains, éloignés de la mairie centrale parisienne depuis 2001. Mais il n'y a pas qu'à Paris que LR pourrait retrouver des couleurs. En effet, la formation est également donnée en tête dans plusieurs autres grandes villes comme Toulouse, Nice avec Christian Estrosi, Bordeaux avec le successeur d'Alain Juppé, Nicolas Florian, même si dans la capitale girondine, le vote s'annonce particulièrement incertain. Nicolas Florian fait la course en tête avec 40% des intentions de vote, suivi par l'écologiste Pierre Urmic, soutenu par le Parti socialiste, le Parti communiste français, le PRG et Génération à 30%, devant le candidat du NPA à l'élection présidentielle de 2017, Philippe Poutou. Autre bastion incertain pour les Républicains, Marseille. La cité phocéenne est également en proie au changement avec le départ de son maire historique, Jean-Claude Gaudin. Si son successeur, Martine Vassal, est bien placé, la surprise pourrait venir du Rassemblement national. Selon un sondage qui circule sous le manteau et émane des renseignements territoriaux, le candidat Stéphane Ravier serait en tête des intentions de vote. Investir la mairie de Marseille constituerait un gros coup pour le parti de Marine Le Pen. Alors que l'objectif est de conserver les villes acquises en 2014, une dizaine de communes, dont Hénin-Beaumont, Fréjus, Hayange ou encore Beaucaire, le RN souhaite faire exploser le plafond de verre en s'appuyant sur un bon bilan et une stratégie d'ouverture pour conquérir de nouvelles mairies dans le Nord, l'Occitanie ou la région PACA et donc possiblement Marseille. Du côté de la majorité, l'objectif est tout autre. Alors que les temps sont durs pour la République en marche, le parti présidentiel compte sur cette élection pour s'implanter au niveau local. Cependant, l'échéance s'annonce particulièrement compliquée avec la possibilité d'un vote sanction. Entre les dissidences affichées dans des dizaines de villes, les frictions avec l'allié Modem, le match des ministres à Biarritz ou encore le retrait retentissant de Benjamin Griveaux dans la capitale, la tâche s'annonce ardue. Et ce ne sont pas les candidatures de plusieurs ministres et du chef du gouvernement au Havre qui pourraient changer la donne. La République en marche pourrait même perdre son bastion de Lyon occupé par Gérard Collomb en net recul au profit des écologistes. À gauche, la mission commune sera de limiter la casse. En piteux état, le Parti socialiste a enchaîné les claques électorales mais conserve un bon ancrage local et peut encore conserver son bastion lillois. Cependant, le manque de visage fort pourrait finir de couler le bateau à la rose. Du côté de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon délaisse un peu les municipales, même si les insoumis espèrent conserver leur fief à Bagnolet ou encore à Saint-Denis, deux villes de Seine-Saint-Denis. La surprise pourrait finalement une nouvelle fois venir des écologistes. En effet, la formation verte a le vent en poupe. Galvanisée par de bons sondages, la formation compte conserver sa ville référence, Grenoble, et réaliser quelques bons coups. Un scrutin indécis donc, aux enjeux multiples. Mais d'ici au 15 et 22 mars prochain, le vent peut encore largement tourner. Moins d'un Français sur deux sait déjà pour qui il votera au premier tour des élections municipales. 41% des personnes interrogées sont encore indécises. 30% iront voter mais hésitent encore sur la liste qu'elles choisiront. Et 11% ne sont ni sûrs de voter ni ne savent quelle liste elles pourraient choisir. Des rafales de vent à 117 km/h jeudi. Des vents violents ont soufflé dans la partie nord du pays et ont causé la mort d'un automobiliste à Paris. C'est la plus forte rafale enregistrée dans la capitale depuis la tempête Xynthia survenue il y a 10 ans. Une tempête qui laisse encore des traces une décennie plus tard, notamment dans le village de Charon, en Charente-Maritime. Un petit bouquet de jonquilles déposé par un proche des victimes. Il y a 10 ans, à Charon, se dressaient des dizaines de pavillons à cet endroit. C'est dans l'un d'entre eux qu'une grand-mère et ses 2 petits-enfants ont péri, la maison envahie par plus d'1,50 m d'eau. De cette époque, il ne reste rien ou presque, un bout de route qui ne mène nulle part, quelques vestiges des habitations, des gravats, et peu à peu la nature qui reprend ses droits. Pour ceux qui restent, une pointe d'amertume et de nostalgie. Que des pavillons là partout ici, avec piscine. Ça fait d'ailleurs assez bizarre de voir ces terrains maintenant vagues où il n'y a plus aucune construction. Et je crois que c'est pas tout de suite maintenant que les terrains vont devenir constructibles. Au lendemain de Xynthia, la petite commune a perdu 600 habitants sur 2400, forcée d'aller se reloger ailleurs. Le tracé des zones noires déclarées inconstructibles par l'État a engendré la destruction de 180 maisons. Depuis, pour le maire, c'est un casse-tête pour attirer de nouveaux habitants. Aujourd'hui, on est encore en dessous notre population de 2010. Il nous manque encore 300 habitants, 300-400 habitants pour retrouver la population de 2010.
Avec près de 42 hectares déclarés inconstructibles aux habitations, il a fallu repenser totalement l'aménagement de la commune. On réorganise le village sur le côté haut de la commune, avec les lotissements, mais il n'y a pas que, les services aussi sont repositionnés sur ces terres hautes. 2 petits lotissements comme celui-ci sont déjà sortis de terre. Un 3e de 80 maisons devrait bientôt voir le jour sur ce champ. Donc là, il n'y a aucun risque pour construire. Avec un quart du territoire de la commune déconstruit après Xynthia, l'autre combat de cet élu, c'est de trouver une seconde vie à ces espaces. Sur cette parcelle, non loin du port, ces 3 grands hangars de stockage ont été bâtis pour les entreprises de pêche et de mytiliculture. Alors nous, ça répond réellement à un besoin et c'est vrai que la mairie là-dessus a été vraiment efficace. Donc ça, maintenant, ces bâtiments-là ont à peu près 1 an. Mais après, tu te retrouves aussi dans une situation qui est compliquée parce que tu es quand même aussi dans un paradoxe où tu te dis est-ce que tu dois vraiment être là? Et ça crée peut-être aussi un peu d'amertume vis-à-vis des gens qui avaient leur maison d'habitation ici, en fait. On a su déconstruire les maisons, mais ce n'est pas pour ça que derrière, rien ne peut exister. Et donc, sur l'emplacement sur lequel on est, on a l'exemple type d'une nouvelle vie, en fait, de ces espaces déconstruits pour de l'activité économique. Et c'est essentiel pour le territoire. Mais 10 ans après Xynthia, le plus gros défi, c'est encore d'assurer la protection du village face à la mer. Entourée par les eaux avec l'océan d'un côté et la Sèvre niortaise de l'autre, la commune n'a pu réaliser que 50% des digues qui la mettraient à l'abri d'une nouvelle submersion. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Thibaut Bastide. Le coronavirus s'installe en France. Jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé que 20 nouveaux cas ont été détectés. Ce soir, nous faisons face à une augmentation sensible du nombre de cas sur notre territoire. 38 cas à 19h. Plusieurs investigations sont toujours en cours, susceptibles de faire évoluer ce bilan d'ici demain soir. Le directeur général de la Santé, le professeur Jérôme Salomon, vous donnera des précisions dans quelques minutes, mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons identifié un regroupement de 12 cas reliés aux malades identifiés dans l'Oise, qui semblent liés entre eux par une chaîne de contamination. Parmi ces 3 personnes, 3 ont été diagnostiquées sur une base militaire. Parmi les 20 nouveaux cas diagnostiqués, 12 se trouvent dans l'Oise. 2 malades se trouvent dans un état grave et sont hospitalisés à l'hôpital Tenon à Paris et à Compiègne. Au moins 39 personnes sont infectées en France. Hors de Chine, le coronavirus a infecté plus de 4000 personnes dans une 50aine de pays et fait plus de 60 morts. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Nigeria et les Pays-Bas ont à leur tour annoncé de premières contaminations au Covid-19. Puis vendredi matin, la Nouvelle-Zélande, le Bélarus et la Lituanie se sont ajoutés. Pour retrouver toutes les informations sur l'épidémie, vous avez rendez-vous samedi dans le Samedi politique dès midi. Asia Bibi reçue par Emmanuel Macron. Ce vendredi, la chrétienne pakistanaise acquittée après avoir été condamnée à mort pour blasphème envers l'islam a rencontré le chef de l'État alors qu'elle souhaite obtenir l'asile en France. Après avoir passé plus de 8 ans dans les couloirs de la mort au Pakistan jusqu'à son acquittement en octobre 2018, Asia Bibi vit depuis mai 2019 au Canada mais souhaite venir en France pour continuer à travailler avec une journaliste. La présidence française a d'ores et déjà annoncé que la France est prête à accueillir Asia Bibi et sa famille, si tel est leur souhait. Les Césars, le cirque des temps modernes. Jamais depuis 45 ans, la soirée récompensant le cinéma français n'aura été autant bousculée avant même leur célébration. Plusieurs manifestations devraient être organisées devant la salle pour protester contre les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski. Le réalisateur, accusé d'actes pédocriminels, a annoncé qu'il ne serait pas présent vendredi soir à la cérémonie. Par ailleurs, dans une tribune, une trentaine d'acteurs et de réalisateurs ont dénoncé la sous-représentation des artistes venant d'outre-mer, ainsi que de l'immigration africaine et asiatique dans le cinéma français. Ils appellent à l'inclusion d'artistes de la diversité. Dernier vote avant le Super Tuesday. Après l'Iowa, le New Hampshire et le Nevada, c'est au tour de la Caroline du Sud de voter samedi pour la primaire démocrate aux États-Unis. Un vote sous tension pour plusieurs candidats.
Pour l'heure, Bernie Sanders est le grand vainqueur de ces primaires après avoir obtenu 46,8% des suffrages dans le Nevada et se retrouve loin devant Pete Buttigieg et Joe Biden au nombre de délégués, 45 contre respectivement 25 et 15. Largué, Joe Biden pourrait jouer sa survie dans cet État en comptant sur le vote afro-américain. Un mince espoir 3 jours avant le Super Tuesday où pas moins de 14 États doivent voter, dont le Texas et la Californie. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la une, les difficultés du monde agricole. Et ce soir, retrouvez un Bistrot Liberté spécial avec l'humoriste Jean-Marie Bigard. Demain midi, retrouvez le Samedi politique. Élise Blaise reçoit Philippe Murer pour démêler le vrai du faux du coronavirus. On a des gouvernements qui passent leur temps à faire de la communication. Plutôt que de parler d'actions qui allaient être prises par le gouvernement, on parlait de comment communiquer, comment parler. Mais c'est pas ça qu'attendent les Français. Ce qu'attendent les Français, c'est, oui, communiquer, mais communiquer sur ce que vous allez faire, quels sont les actes, quel est votre plan pour lutter contre cette maladie. On tape sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, il y a une dichotomie entre la pensée que veut envoyer le gouvernement et ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Mais il faudrait peut-être que le gouvernement tienne compte de son peuple. Son peuple ne va pas obéir comme ça sans que le gouvernement ait un fort sentiment de confiance qui est lié à une vraie réparation. Faire face à une crise sanitaire quand on a détruit l'hôpital public depuis des années, eh bien c'est quand même compliqué de faire face. Là, on se heurte à l'idéologie de l'Union européenne qui est la libre circulation et qui est intégrée par tous nos dirigeants, que ce soit français et européens, qui est la libre circulation de tout le monde. Finalement, on forme presque un seul pays. La mondialisation a montré qu'elle est en échec là-dessus, qu'elle nous fait prendre des risques sanitaires, des risques de chaos économique, et on peut espérer que ça va changer. Dimanche, Jean-Pierre Maugendre vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré à l'entrée en carême. Et dans un instant, retrouvez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Plus d'enfants et moins d'impôts. Ça, c'est un programme politique décoiffant. Est-ce qu'il s'agit du programme de La République En Marche pour 2022 ou du programme des Républicains pour 2022 ? Pas pour le moment, mais peut-être un jour. Non, pour le moment, c'est le programme russe du président Poutine. Lorsqu'il était Premier ministre, Alain Juppé avait eu une formule intéressante. Un problème, une note, une solution. Le problème de Juppé est qu'il y avait eu beaucoup de problèmes et donc beaucoup de notes, mais jamais de solution. N'est pas Juppé qui veut, Poutine n'est donc pas Juppé. Avec Poutine, la formule Juppé est menée avec précision. J'en veux pour preuve le fait qu'il vient de changer de Premier ministre en débarquant son jusque-là fidèle coéquipier Medvedev pour introduire une nouvelle tête inconnue du grand public, le grand Mishustin. Un poids lourd. D'abord parce que sa taille et sa carrure laissent à penser que le bonhomme doit peser au moins 3 vaches limousines. Ensuite, parce qu'on lui doit d'avoir réussi le tour de force de digitaliser le fisc russe. Vous imaginez que cela n'a pas dû être une mince affaire. Le Financial Times, le très respectable et respecté journal financier britannique, a d'ailleurs salué bien bas la performance de Mishustin. Revenons à notre formule. Un problème, une note, une solution. Il semblerait que Medvedev ait été débarqué parce que les résultats attendus n'étaient pas au rendez-vous, notamment sur 2 dossiers brûlants pour la Russie, la croissance démographique, la croissance économique. Et pourtant, les 2 problèmes avaient été identifiés et avaient fait l'objet de notes qui proposaient des solutions.
Quels sont donc ces deux problèmes ? En 2019, la population de la Fédération de Russie a baissé de 300 000 personnes après une baisse de 200 000 personnes en 2018. Un trou de 500 000 personnes en 2 ans, cela fait quand même beaucoup. Et comme la Russie n'est pas dans l'Union européenne, elle n'entend nullement combler le trou en ouvrant grand ses portes au Maghreb, au croissant fertile ou à l'Afrique subsaharienne. Pour combler le déficit démographique de la Russie, il faut des petits Russes. Medvedev aurait dû prendre des mesures natalistes. Il ne l'a pas fait. Exit Medvedev. Des mesures phares sont donc attendues, par exemple le versement d'un capital maternel ou d'une prime, un salaire maternel si vous préférez, et cela dès le premier enfant. Second problème, le ralentissement de la croissance, identifié sans que rien ne soit entrepris. Medvedev aurait dû prendre des mesures économiques. Il ne l'a pas fait. Exit Medvedev. Tiens, il y a du Juppé chez Medvedev. Des mesures sont donc désormais en cours d'élaboration, mettant en œuvre de très grosses dépenses d'infrastructures ainsi qu'une relance par la consommation. Plus d'enfants, davantage d'activités économiques et moins d'impôts. Les problèmes sont identifiés, les notes ont été rédigées et les mesures vont être mises en route. Les objectifs fixés sont clairs, faire de la Russie la 5e puissance économique mondiale, augmenter de 8 ans l'espérance de vie, diviser la pauvreté par 2. Qui vivra verra si Poutine atteint ses objectifs. Mais que cela fait du bien, un chef d'État comme comme Poutine, avec une telle ambition pour son pays. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.